Merci, bonsoir à tous, ici et puis dans toutes les villes, là. On me dit 7700 ce soir, c'est pas mal quand même, hein. Alors donc, objection de conscience. Quelques repères. D'abord, c'est une question d'actualité, et l'actualité de ces derniers mois, ça a été l'enjeu de ce que vivent un certain nombre de mères qui sont réticents à marier des couples de même sexe, en particulier parce qu'en les mariant, ils leur ouvrent ipso facto le droit à l'adoption. Et donc, en réalisant le mariage, finalement, délibérément, ils mettent des enfants en situation d'être adoptés sans bénéficier d'un père et d'une mère. Et donc, le débat autour du droit à l'objection de conscience des mères a été très, très médiatisé et reste encore, je pense que ça reste aujourd'hui encore une difficulté vraiment réelle avec laquelle j'avais la chance de parler encore récemment avec des mères qui me disaient qu'avant des entretiens avec des responsables de la préfecture, ils s'étaient entretenus avec leurs épouses en prévoyant leurs affaires si jamais ils étaient mis en examen et si jamais ils se retrouvaient en garde à vue. Et donc vraiment des situations que certains vivent très difficilement. Alors donc, on va essayer de parler d'objection de conscience, de vous donner quelques repères. D'abord, on ne devrait pas parler d'objection de conscience parce que si tout allait bien, la loi serait juste. Et donc, si la loi était juste, il n'y aurait pas besoin d'objection de conscience et d'objecteurs. La question de l'objection de conscience se pose à partir du moment où nous voulons nous positionner par rapport à une loi qui est injuste. Et vous comprenez bien que, à partir de ce moment-là, dès qu'on va évoquer ne serait-ce que l'idée de l'objection de conscience, ça revient de notre part à affirmer qu'il y a des lois injustes. Ne serait-ce que de soulever la question, c'est l'affirmation qu'il existe des lois injustes, que le législateur a voté des trucs qui ne sont pas bien. Et dans notre monde consensuel, c'est évidemment difficile à entendre. Parler d'objection de conscience, c'est affirmer qu'il y a une conscience. Et alors là, si vous voulez, il y a quand même débat. Il n'y a pas débat, je pense, ni pour moi, ni pour la plupart d'entre nous, qui en sommes bien convaincus que l'homme a une conscience, mais certains, politiques, philosophes, etc., disent non, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, pour moi, la conscience n'existe pas. Donc, nous sommes convaincus, je suis convaincu, et j'espère vous tous, qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, dans un petit coin, là, bien caché, un lieu où nous sommes capables de discerner le bien et le mal, le vrai et le faux. Un lieu où il y a une lumière de vérité qui s'allume et que ce lieu intérieur est présent chez chacun. C'est important parce que sinon, évidemment, la question de l'objection de conscience ne se posera pas. Mais comprenons là aussi que pour ceux qui ne croient pas à cette notion de conscience, alors la notion d'objection, vous voyez, c'est carrément fumeux. Donc l'objection de conscience se conçoit pour exprimer son désaccord par rapport à une loi qui est une loi injuste. Et vous savez sans doute que au fond, une loi injuste n'a pas force de loi. C'est-à-dire que par son injustice même, elle se contredit et elle ne nous impose rien en théorie. Et en même temps, c'est très important que nous obéissions aux lois injustes. Parce qu'il y en a plein. Je vais juste prendre tout à fait au hasard un exemple. La loi fiscale, par exemple, est considérée par un certain nombre d'entre nous comme relativement injuste. Et pourtant, je vais payer mes impôts et vous aussi. Pourquoi ? Parce que c'est essentiel qu'on vive en société et qu'on ait des règles du jeu. Et que même si elles ne sont pas géniales, nos règles du jeu, c'est important qu'on joue le jeu. Parce que sinon, alors là, on va être dans une pétaudière épouvantable. Donc, il ne s'agit pas pour nous de revendiquer aucunement l'anarchie, il ne s'agit pas de bousculer tout le système de loi qui organise la société, parce qu'elle nous permet de vivre en paix. Il s'agit simplement de critiquer les lois qui fondamentalement remettent en cause des principes absolument essentiels, les lois qui sont profondément injustes et face auxquelles nous allons nous aussi trouver en situation d'objection. Donc l'objection de conscience ne se discute que pour une matière grave, et l'objecteur, au fond, il observe une loi injuste, il refuse d'y obéir et il se bat pour la justice, il se bat au fond pour la société. Il se bat pour que la société marche bien et que pour qu'elle ait des lois qui soient des lois ajustées à la justice et à la vérité. Donc l'objecteur de conscience n'est pas un anarchiste, il est au contraire quelqu'un qui se bat pour construire une société dans laquelle nous ayons des lois qui soient justes et respectables.
Alors, cette objection de conscience, elle est dans certains cas un devoir. Deux exemples ou deux rappels historiques pour vous confirmer qu'elle peut être un devoir. Premier rappel, c'est le procès de Nuremberg. Et à l'époque, alors point Godwin, à nouveau, vous allez me dire, c'est terrible, donc non, je regarderai bien, je ne vais pas aller trop loin. Enfin, à l'époque, quand même, et ça reste dans l'histoire du droit comme profondément ancré, ceux qui seront condamnés parce qu'ils n'ont pas désobéi aux ordres qui leur étaient donnés. Et leur défense sera « nous n'avons fait qu'obéir aux ordres ». Et donc la condamnation et l'affirmation par le tribunal de Nuremberg qu'ils ne pouvaient pas ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas saisir dans leur conscience que les lois auxquelles on leur demandait d'obéir étaient des lois injustes. Il n'était pas possible que leur conscience ne leur signale pas ça, a amené leur condamnation quand même. Donc depuis Nuremberg, on sait qu'il y a un devoir d'objection de conscience et que chaque homme a le devoir d'écouter sa conscience et de refuser d'obéir à des lois injustes. Deuxième rappel historique, enfin et pas que historique, relisez l'encyclique du pape Jean-Paul II, Evangelum Vitae, et vous y verrez dans différents paragraphes des appels extrêmement clairs à un devoir d'objection de conscience qui, je pense, touche les chrétiens, mais aussi plus largement, sans doute, toutes les personnes qui sont soucieuses du droit et d'une société qui marche bien. Alors donc en France, on a une clause de conscience. On a de la chance parce que c'est pas évident, quoi. Et donc les soignants ont une clause de conscience. Il n'y a pas que, dans certains cas, les journalistes, les magistrats, etc. aussi. Mais donc les soignants ont une clause de conscience autour de la question de l'avortement actuellement, autour de la question aussi de la recherche sur l'embryon. Cette clause de conscience, eh bien, si j'en ai une, tant mieux, quoi. Elle change rien au fond à la question de la conscience elle-même. Si vous voulez m'obliger à faire quelque chose qui est contraire à ce que je crois juste, eh bien, je refuserai. Si vous avez une clause de conscience, eh bien, tant mieux pour vous, vous êtes protégé. Si vous n'en avez pas, eh bien, tant pis pour vous. Mais ça n'enlève pas votre problème de conscience, il est toujours là. Donc c'est deux enjeux bien dissociés. Il y a la question de la conscience et du devoir de dire non dans certaines situations, et puis après, le fait qu'on a peut-être la chance de bénéficier d'une forme de protection. Bon, cette protection, elle est toute relative, j'y reviens dans un instant, mais enfin, c'est quand même mieux si on a évidemment une clause de conscience. Alors, cette question de l'obligation de conscience est aujourd'hui très fortement remise en cause, à la fois en France mais au niveau européen. On était, il y a quelques mois, au Conseil de l'Europe, avec Caroline, à manifester avec des banderoles et des trucs contre un texte qui voulait remettre en cause l'objection de conscience. Ces remises en cause sont incessantes et il y a là vraiment un risque important. Il faut relire le texte de... Alors son nom va me sortir de l'esprit, peu importe, sur la société de la tolérance qui devient intolérante. Une société qui cultive la tolérance à toutes les idées comme règle fondamentale en vient à ne plus pouvoir supporter que certains disent « il existe des idées sur lesquelles on ne peut pas transiger ». Pourquoi ? Parce que la société vit aujourd'hui sur le concept que tout est relatif, en tout cas dans les questions éthiques de fond. Et donc, il n'est pas surprenant que dans ce contexte d'hypertolérance à toutes les idées, ceux qui affirment qu'il y a des points sur lesquels on ne transigera pas apparaissent eux-mêmes comme très intolérants et soient fortement récusés par les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons. Donc la question de l'objection de conscience peut prendre parfois une forme politique plus organisée et elle rejoint à ce moment-là l'enjeu de la désobéissance civile et relisez un certain nombre de phrases de Gandhi qui réclamait au cours de son procès la peine la plus sévère qu'on puisse lui infliger, étant bien conscient que c'est en le condamnant et par l'exemple que pour le coup ce qu'il vivait prendrait réellement sa forme politique, son action et rendrait efficace son désaccord. Alors, en pratique, l'objection de conscience aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les mères, on en disait un mot en introduction, c'est les sages-femmes qui sont parfois en grande difficulté. Les élèves sages-femmes aujourd'hui on rencontre vraiment des difficultés importantes parce que dans leur cursus, on leur impose de passer dans les services d'orthogénie, on leur impose de pratiquer, ou en tout cas on tente de leur imposer de pratiquer des interruptions de grossesse. On exige d'elles qu'elles posent des stérilés, qu'elles les retirent, etc. Et pour un certain nombre d'entre elles, ces gestes sont contraires à leurs convictions et à leur conscience. Et donc, elles se retrouvent en difficulté pour poursuivre leurs études, pour terminer leur cursus, pour le mener à bien. Il y a là des fortes pressions sur elles, c'est tout à fait insupportable. Les pharmaciens sont en grande difficulté.
Pourquoi ? Parce qu'un pharmacien, ce n'est pas un soignant, figurez-vous. Un pharmacien, ses actes de vente vont être régis par le code du commerce et pas par les règles du jeu qui vont être celles des soignants. Et les pharmaciens sont contraints de délivrer. Et un certain nombre d'entre eux sont en difficulté avec la délivrance de produits abortifs, par exemple. Et ces pharmaciens, là aussi, rencontrent vraiment des graves difficultés dans leur situation professionnelle. Une pharmacienne récemment a perdu son boulot, a été licenciée pour ces raisons. C'est assez fréquent quand même de croiser des pharmaciens qui vraiment se posent beaucoup de questions sur la possibilité de l'exercice de la pharmacie aujourd'hui en officine. Des médecins généralistes, des étudiants en médecine, des urgentistes se trouvent aussi en difficulté. L'autre jour, j'avais un contact avec un jeune interne en médecine affecté dans un service d'urgence et on lui dit écoute mon vieux, une bonne partie du boulot le samedi soir, c'est de donner la pilule du surlendemain parce que voilà, c'est comme ça. Donc les filles arrivent, elles réclament la pilule, tu leur donnes, ça fait partie de ton job. Et il n'était pas du tout prêt à ça et il refusait de jouer ce jeu-là. Ça s'est très mal passé en fait. Donc oui, pas mal de difficultés. Une infirmière cette semaine qui est dans un hôpital dans lequel elle se plaît beaucoup, elle fait de la néonatologie, elle est très contente, seulement elle est obligée de tourner dans tous les services et elle doit passer quelques jours, quelques heures par mois dans le service d'orthogénie et participer à des interruptions volontaires de grossesse. Et au fond, elle est tiraillée entre sa conscience qui lui dit « je ne dois pas faire ça » et puis le désir qu'elle a de continuer à travailler dans cet établissement et de faire ce qui lui plaît dans les autres services. Et donc on voit bien là cette grande tension et le grand manque de respect parce qu'on ne la laisse pas, on ne lui permet pas de refuser de travailler dans le service dans lequel elle a un problème de conscience. Assez bizarrement d'ailleurs, généralement, quand c'est des jeunes filles musulmanes, on ne fait pas d'histoire pour éviter des ennuis et on leur permet à elles de ne pas passer dans certains services. Et donc là, il y a des grandes injustices aussi, un communautarisme qui est tout à fait insupportable et qui mérite d'être mis en cause et d'être dénoncé. En pratique, pour terminer sur la question de l'objection de conscience, elle survient en dernière extrémité. Le témoignage qui est donné par celui qui veut l'exprimer doit être un témoignage donné avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de prudence, pour qu'il puisse être recevable. Un certain nombre de règles de la communication non violente sont peut-être utiles dans ces situations où on va se mettre en posture, d'être en contradiction avec une équipe, avec des personnes avec lesquelles on travaille au quotidien. L'objection de conscience, l'idée, en tout cas la problématique se pose pour des personnes qui souffrent dans leur exercice professionnel. Alors on parle des soignants, mais on pourrait imaginer plein d'autres exemples dans le milieu professionnel. Je suis, je sais pas quoi, des RH et on me pousse à faire des licenciements qui sont pas justes. Je suis comptable, on me pousse à truander des comptes. Il y a plein de situations où un homme qui a une conscience éveillée doit dire non et doit refuser d'obéir à la loi, aux ordres, aux supérieurs, parce que ça n'est pas acceptable. Des militaires, des policiers aussi peuvent avoir des situations comme celle-là. En tout cas, il y a une grande tension au fond, tension entre son désir de bien faire, d'être loyal, fidèle au cadre dans lequel on travaille et puis aux personnes avec lesquelles on travaille, et puis d'être en accord avec sa conscience. Cette tension aboutit donc à des grandes souffrances, et dans ce contexte-là, exprimer l'objection est une vraie libération. Et moi, j'accompagne régulièrement des personnes qui font ce chemin, qui sont en grande difficulté avant et qui, à un moment, n'en peuvent plus et vont aller dire, eh bien maintenant, je vais arrêter, parce que ça n'est plus possible, et que dire non est vraiment libérateur pour ces personnes. Donc il faut les aider, il faut les soutenir, il faut les encourager, et nous, on essaie de le faire à Vita autant qu'on peut. Je terminerai en disant qu'il y a aussi une fécondité importante dans l'objection de conscience quand elle est bien menée et quand l'annonce en est faite avec beaucoup de délicatesse, parce qu'elle peut vraiment toucher les personnes qui observent cette situation, elle peut vraiment faire bouger les choses, et nous avons aussi plusieurs exemples de contextes professionnels, de services hospitaliers qui ont beaucoup changé à la suite d'une expression d'objection de conscience menée avec prudence. Je vous remercie.